Il y a plein d'accessoires dans le campeur autonome. Savoir comment s'en servir va évidemment vous simplifier la vie pendant votre voyage. Bienvenue à bord. Mon nom est Fred Giroux. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Il y a passablement de contenu dans cette présentation. On voit les différents aspects du VR, c'est un petit peu la touche finale pour bien comprendre tout ce qui se passe. Alors, c'est divisé par type d'accessoires. Bien sûr, il faut commencer par parler de la porte, de la serrure. Il faut être capable d'entrer dans le VR. Donc, il y a une serrure électronique à code, c'est 4 chiffres. Par contre, si jamais il y a un problème, une clé peut être utilisée. Et la porte doit être bien enclenchée pour pouvoir utiliser la serrure électronique. Je vais vous le montrer dans la vidéo de présentation. Et je vais vous demander de ne pas claquer la porte à l'aide de la moustiquaire. Ça aussi, ça s'en vient. Donc, la porte du VR, au départ, il faut savoir que c'est une serrure à code. Il y a possibilité d'utiliser la clé aussi. Mais le code, normalement, c'est celui dont on sert, ça fonctionne très bien. Donc, là, pour verrouiller, je fais le code, je ne vous le montre pas pour le moment. Donc, j'ai verrouillé, je ne peux pas ouvrir. Okay? Je déverrouille. Et là, je peux ouvrir sans problème. Petite particularité de la serrure, si jamais la porte n'est pas enclenchée comme il faut et qu'elle est barrée, je vais vous donner l'exemple. Je verrouille et là, je la déclenche, mais elle est encore verrouillée. Donc, j'essaie de faire maintenant le code pour l'ouvrir et ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est important de s'en souvenir parce que là, on peut paniquer, dire « je ne suis pas capable de rentrer dans le véhicule ». Tout ce que vous avez à faire, c'est de pousser sur la porte et de la faire clencher. Voilà. Et là, vous faites le code et ça va fonctionner. Donc, il faut que la porte soit bien clenchée pour que ça fonctionne. Maintenant, les portes de VR, il ne faut pas se gêner pour fermer ça fort. Si vous essayez de fermer ça faiblement, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Donc, le claquer la porte, c'est tout à fait correct. Ici, quand vous êtes à l'intérieur, toujours utiliser cette poignée-là pour fermer la porte et non la poignée, parce que le moustiquaire ici qui open, on ouvre. Okay. Ça peut être tentant d'utiliser la poignée en haut. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Donc, ne jamais utiliser cette poignée-là pour fermer la porte. C'est correct pour l'amener un peu, là, mais il ne faut pas la claquer avec ça. Ce n'est pas fait pour ça. Il faut vraiment descendre ici et la prendre par là. Okay? Une fois qu'on est à l'intérieur et qu'on voudrait verrouiller la porte, je regarde si l'angle est correct. Oui. Vous pouvez verrouiller par ici. Je ne sais pas si vous voyez le loquet. Ici, ça a sorti. Donc, ça, c'est verrouillé. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en sécurité. Personne ne va venir rentrer à l'intérieur du VR. Par rapport au moustiquaire, je change encore une fois l'angle. Pardon. Vous avez cette porte coulissante-là. Donc, la porte coulissante, on n'a pas besoin de l'ouvrir quand on est à l'extérieur. Mais si vous voulez l'ouvrir de l'intérieur, vous n'avez pas le choix. Il faut venir ici comme ça. Donc, voilà pour la porte. Les côtés rétractables, côté amovible, c'est synonyme, et surtout le terme anglais slide out. Évidemment, ça permet d'agrandir l'espace à l'intérieur du VR. Il faut savoir que si vous voulez les faire bouger, ça ne fonctionnera pas si le moteur fonctionne. Donc,
même s'il ne fonctionne pas et le contact est dessus, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut vraiment que le contact soit pas dessus. Si vous ne savez pas ce que c'est le contact, les plus jeunes, souvent, ne savent pas ce que c'est. Alors, il faut que vous soyez capable d'enlever la clé de l'ignition. Ils sont au nombre de deux. Il y a le grand lit et la dinette. Ils sortent de 32 pouces, 81 cm, ce qui est plus grand que la majorité des côtés rétractables que vous allez retrouver sur les VR. Et le VR doit être relativement niveau pour pouvoir vous en servir. On parle d'environ 1 degré ou moins. Sinon, ça fait forcer la structure du VR et c'est mauvais à plus long terme. Il faut être très attentif à l'environnement intérieur et extérieur. Si un objet bloque, il peut y avoir des dommages aux objets ou au VR, peinture, bosse, un trou. Alors, faire attention à ça. Le fusible peut sauter. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le fusible, il s'auto-répare. Alors, dans ce cas-là, il va arrêter de fonctionner, mais au bout d'une trentaine de secondes, il va se remettre à fonctionner. Et ça peut aussi brûler le moteur et faire en sorte qu'on doive le remplacer. Donc, toujours faire très attention à ça. Je vous dirais que la cause de problème numéro un, c'est lorsqu'on stationne et puis on a dit, bon, on a de l'espace au niveau des arbres, tout ça, mais on n'a pas pensé au côté rétractable. Donc, toujours s'assurer, avant de les opérer, qu'il y a de la place à l'extérieur pour qu'ils puissent l'être en sécurité, pour pas qu'ils accrochent quoi que ce soit des poteaux d'électricité et d'eau, que ce soit un arbre ou peu importe c'est quoi. Faites très attention lorsque vous ouvrez les côtés rétractables. Donc, la procédure pour utiliser les côtés rétractables, c'est au panneau de contrôle, vous voyez deux boutons pointés par les flèches. Celui de gauche, c'est pour le lit, bed, et celui de droite, c'est pour main, le principal. Donc, en appuyant vers le haut, le côté va se fermer, bed in ou main in, et l'inverse, en appuyant vers le bas, ça va ouvrir. Donc, après avoir vérifié que tout est sécuritaire, vous appuyez sur le bouton autant que possible de façon continue jusqu'à un déplacement complet et que les moteurs s'arrêtent. C'est très important que les moteurs s'arrêtent. Vous ne le ferez pas forcer inutilement. Même si vous gardez votre doigt dessus, à un moment donné, s'il n'y a plus de bruit, c'est qu'il est rendu au bout de sa course. C'est vraiment important de ne pas immobiliser les côtés rétractables à mi-chemin. Ils sont faits pour aller au bout de la course. Et la raison, en fait, il y en a deux raisons. C'est que c'est pour assurer l'étanchéité au niveau du côté rétractable. Et l'autre raison, c'est pour éviter de faire forcer la structure du véhicule ou la structure du côté rétractable. Donc, bien important. Cela dit, si vous avez une crampe au doigt et vous avez arrêté en plein milieu pour bouger votre doigt, puis vous recommencez après, ça, c'est pas grave. Si vous le faites vraiment temporairement, là, pour une très courte période, de l'arrêter à mi-chemin, il n'y a pas de problème. Mais on continue de le faire par la suite. Donc, au niveau du lit, assurez-vous que le rideau soit attaché. Il y a un rideau qui sépare la section du lit principal, du lit king, et le reste. Et s'il pend, il va frotter contre le côté du côté rétractable, puis ça va le salir. Alors, c'est pas la fin du monde, mais c'est plate. On est obligé de le nettoyer par la suite. Petit détail important, jamais permettre à quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant, d'être soit sur le lit ou dans la dinette pendant le déplacement du côté amovible. Le poids supplémentaire pour endommager le moteur. Ça peut être tentant pour les enfants, ils trouvent ça drôle. Ça bouge en même temps qu'ils sont dessus, mais non, c'est pas permis, il ne faut pas faire ça. Les côtés amovibles se gèrent via le panneau de contrôle ici. On voit bed et main. Bed, bien évidemment, c'est le lit. Main, c'est celui principal, ou on pourrait l'appeler pour la cuisine. Bed in, on appuie vers le haut. Bed out, on appuie vers le bas. Même chose pour main. Alors, ce qui est bien important avec les côtés amovibles, c'est de pas les on peut, parce qu'on a une crampe au doigt, on arrête de peser dessus à mi-chemin, c'est correct, mais il ne faut pas les laisser en position semi-fermée ou semi-ouverte. Il faut toujours aller jusqu'au bout de la course. Alors, on va se retourner pour regarder qu'est-ce qui arrive avec le côté amovible principal. Donc, on voit ici le côté amovible principal. Et ce qui est très important de s'assurer, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle
dans le chemin, que ce soit à l'extérieur quand on l'ouvre ou à l'intérieur sur le plancher quand on le rentre vers l'intérieur. Donc, il n'y a rien par terre, tout est beau. Aussi important, quand on déplace un côté amovible, qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de poids en surplus qui soit sur les côtés amovibles. Donc, un enfant qui s'assoit là, s'il trouve ça drôle, il se déplace, non. Il faut l'enlever, il ne faut pas qu'il y ait d'adulte non plus, évidemment. Alors, on va au panneau, on appuie sur le bouton Main In. Et voilà, il travaille. Ça prend un certain temps. Les petites lumières en haut, normalement, elles passent, il accroche un petit peu, mais ça pose aucun problème. Et voilà, on arrive au bout de la course. On entend le moteur. C'est parfait. Il est bien rentré jusqu'au fond. Ça permet qu'il y ait un bon joint d'étanchéité qui soit fait. Pour le sortir, ben, c'est la même chose, mais on fait out. Donc, on refait le chemin inverse. Habituellement, ben, vous allez toujours commencer par out avant de faire in. Donc, j'ai vérifié avant qu'il n'y avait rien pour bloquer le passage. Quand vous êtes dans les campings, il peut y avoir un poteau. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accrocher le poteau de l'eau puis de l'électricité avec le slide-out principal, justement, parce que je n'avais pas bien regardé. Alors, c'est vraiment important de regarder. Le moteur va s'ajuster. Normalement, il va s'arrêter s'il rencontre une trop grande résistance. Par contre, des fois, ce qui est à l'extérieur n'offrira pas une très grande résistance et ça peut briser ce qui est à l'extérieur. Ce qui est en plein ce qui m'était arrivé. J'avais brisé le tuyau d'arrivée d'eau à l'extérieur. C'était pas très fort de ma part, mais ce sont des choses qui arrivent, mais il faut faire vraiment attention. Les problèmes aux côtés rétractables sont rares, mais si ça arrive, vous serez un peu mieux préparé. Si le moteur fonctionne, mais les côtés sont inégaux, ça fait un peu bizarre, ben, vérifiez s'il y a des objets qui ont bloqué, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et une fois dégagé, opérez-les jusqu'au bout, arrêt des moteurs, plusieurs fois. Quand je dis arrêt des moteurs, là, donc c'est vraiment au bout, le moteur arrête, même si on pèse sur le bouton, puis on le fait plusieurs fois, in, out, et normalement, ça va régler le problème. Si le moteur ne fonctionne plus du tout, ou que le moteur fonctionne, puis les côtés ne bougent pas. Bon, les fusibles de ces moteurs sont dans le compartiment fusible 12 volts, là, juste à la base du lit King. Ils sont métalliques, là, vous allez les reconnaître, et ont la particularité de s'auto-réparer. Ça prend 20-30 secondes à se réparer, donc c'est improbable qu'elles soient en cause. Mais vous ne pouvez pas rouler avec le véhicule si les côtés sont ouverts. Donc, communiquez avec nous. Puis si jamais on n'est pas joignable, ben vous pouvez vous mettre à plusieurs personnes pour pousser sur le côté tout en opérant le moteur s'il est fonctionnel, s'il fait aucun son, pas de son, pas d'image, vous êtes un peu pris, mais vous pouvez quand même pousser jusqu'au bout et là, ça permet de se déplacer pour aller le faire réparer au besoin. Si on entend le moteur, mais il est très faible, et peut-être en vient de ne plus fonctionner du tout, ben la cause probable, ça va être les batteries au lithium. Donc, brancher le VR ou démarrer le générateur, puis ça va fonctionner. Mais ensuite, ça sera de recharger les batteries, mais ça, c'est un autre dossier. Puis si les batteries sont chargées, mais vous avez encore des problèmes, ben, appelez-nous. Ah, le fameux au vent. Saviez-vous que c'est la cause numéro 1 de réclamation chez RVZ? C'est l'auvent. Pourquoi? Parce que les gens prennent des chances avec l'auvent. Ça va très bien, mais il faut respecter certaines règles et vous n'aurez aucun problème. Donc, l'auvent, c'est la toile déroulante sur le côté. Porte, on le voit ici, il est déplié, fait 12 pieds de longueur et se déploie à l'aide d'un moteur électrique, donc il n'est pas manuel. C'est relativement fragile puis souvent brisé sur les VR. Il y a même des locataires parfois qui disent « Ah, moi, je prends pas de chance, je m'en servirai pas, je veux pas de problème. » Parce que les dommages peuvent facilement monter jusqu'à 2000 $ et plus. Cela dit, oui, on veut que vous le sachiez, mais en connaissant les règles, ça va bien aller et tout devrait bien se dérouler.
un auvent qui se déroule. Le principal problème de l'auvent, c'est le vent. En fait, je dirais c'est probablement 95% des problèmes sont liés au vent parce que ça peut tout arracher. Donc, les règles à suivre. Toujours le dérouler au complet. Et lorsque il est déroulé, vous devez le verrouiller à l'aide des verrous. On va voir la photo, ça ne sera pas tellement long. Si vous quittez, je ne parle pas pour 5 minutes, mais si vous quittez pour un certain temps, ne le laissez pas en place. Faites-le entrer. Ne jamais le laisser en place pendant la nuit. Autant que possible, le fermer avant la pluie. S'il est trop tard puis il est mouillé, ben on attend idéalement qu'il sèche avant de le fermer, mais c'est pas toujours évident. Alors, si on doit le fermer lorsque mouillé, ben plus tard, quand il fera soleil, on l'ouvre pour le faire sécher. Et surveillez la météo. Si du vent est annoncé, soyez prêt à le fermer rapidement. Quand le vent est trop fort, il peut être difficile à fermer. Ça ne veut pas dire qu'il fait un beau gros soleil, un nuage bleu, vous commencez à regarder la météo. C'est plutôt si vous sentez qu'il y a quand même une menace, mais surveillez la météo et vous pourrez choisir de peut-être pas l'ouvrir à ce moment-là. Une petite note avant de voir comment déployer l'auvent. L'auvent peut aussi être pratique lorsque le côté qui est du frigo, donc c'est le même côté que l'auvent, est exposé au soleil. Si on déploie l'auvent, on protège le mur du frigo contre les rayons du soleil et ça l'aide à mieux fonctionner. Je ferme la parenthèse. Donc, l'auvent se déploie et se replie à l'aide du bouton awning. Awning, ça veut dire auvent en anglais, qui est sur le contrôle, qui est en entrant à gauche au niveau du plancher. Donc, quand vous ouvrez la porte, il y a des contrôles au niveau du plancher. On voit la photo. C'est ce bouton-là qui est identifié par les flèches. Donc, vers le haut, fait entrer l'auvent et vers le bas, le déploie. Et j'avais mentionné précédemment de verrouiller l'auvent une fois déployé. Donc, vous voyez sur la photo du bas à droite, ça, on les serre manuellement. Il y en a un de chaque côté. Vous allez peut-être avoir besoin de grimper sur quelque chose pour aller verrouiller celui qui est plus vers l'arrière. Celui qui est plus vers l'avant, on monte sur les marches et ça va assez bien. Il y a une bande de lumière d'aile qui est installée dans l'auvent. On la voit dans la photo en bas à gauche. Ça, on peut l'allumer même si l'auvent n'est pas ouvert. Et le commutateur pour ça, on le voit sur la photo juste à droite, qui est identifié. Ce commutateur-là, il est juste à droite des contrôles de l'auvent, là. Simplement de l'allumer, ça fait une belle petite lumière d'ambiance. L'auvent est la cause de réclamation d'assurance la plus fréquente chez RV-Easy. Il peut y avoir beaucoup de dommages parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, pour pouvoir le sortir, c'est ici le bouton. Vous allez voir à l'écran. Donc, on pèse vers le bas et il va sortir. Vous l'amenez jusqu'au bout. Et voilà. Ensuite, ce qui est très important de faire, c'est de verrouiller l'auvent. Il y a des petites vis, avec une grosse tête qu'on peut verrouiller ici. On serre pour s'assurer que ça ne bouge pas. Pas besoin de serrer en fou. Alors, là-bas, c'est un peu plus difficile d'accès. Ici, on peut monter sur les marches. OK. Profitez pour remettre ça comme ça. Voilà, donc là, l'auvent est ouvert. Le problème avec les auvents, c'est le vent. Alors, si le vent prend à plus de 20 km/h, c'est pas mal le standard, ça peut tout arracher. Alors, ne jamais quitter le véhicule ou les environs du véhicule lorsque l'auvent est ouvert. Si vous vous absentez moindrement longtemps, fermez-le. La nuit, fermez-le toujours. C'est vraiment très important. Aussi, s'il y a plu, essayez de le laisser ouvert au soleil quand c'est possible pour le faire sécher. Évidemment, s'il pleut longtemps, à ce moment-là, aussitôt que possible, on l'ouvre pour le faire sécher. Ça, c'est quand même important.
Si vous n'avez pas eu le temps, au moment où le véhicule revient, ben à ce moment-là, je m'occuperai de le faire sécher, il n'y a aucun problème. Donc, l'auvent, là, soyez très attentif à la température pour ne pas vous faire jouer de tour. Bon, maintenant, avant de fermer l'auvent, n'oubliez pas de desserrer les vis en question. Pas besoin de dévisser complètement, mais surtout ne pas dévisser complètement. Et on peut rétracter l'auvent. Oh, pas de monton. Voilà. Monsieur auvent va se fermer. Important de le ramener complètement. Et voilà. Les côtés rétractables sont couverts par une forme d'auvent. C'est une toile. Vous n'avez pas le choix quant au déploiement. Cependant, contrairement à l'auvent, parce que l'auvent est plus grand, ceux-ci vont être beaucoup plus résistants. Avec des très grands vents, ça peut être extrêmement bruyant. On l'a vécu aux îles de la Madeleine alors qu'on était exposé à des vents de 100 km/h. Donc, voici ce que l'expérience nous a enseigné pour limiter le bruit dans tel cas. Une évidence, éviter une aire très exposée au vent. Si possible, fermez le côté de la dinette. Si vous n'avez pas besoin du lit, fermez-le, ça va limiter le bruit. Si vous avez l'option de dormir sans ouvrir le côté amovible du lit, faites-le. Donc, genre une personne sur le lit pendant qu'il est replié, une autre sur le lit du cockpit. Et alignez le VR de façon à ce que la toile ne soit pas directement au vent. Et si vous posez la question, est-ce que je peux décrocher ces toiles-là? Non, c'est pas fait pour ça, c'est accroché de façon permanente. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas. Dans le cockpit, il y a des écrans d'intimité pour bloquer la lumière, bien sûr, mais aussi pour empêcher les gens de voir à l'intérieur. Donc, il y en a 3. Il y a celui du pare-brise et sur les côtés. Donc, le principal, le pare-brise, est électrique. Il y a un bouton qui est présent sur le tableau de bord. On le voit sur la photo du haut. C'est tout simplement de le descendre ou de le remonter. Mais cet écran-là sert aussi de pare-soleil durant la conduite. Quand vous conduisez, vous ne pouvez pas le descendre jusqu'au bout, ça serait évidemment ridicule. Il va s'arrêter à un certain niveau, mais ça devient votre pare-soleil. Si le contact est mis, le moteur en marche ou juste le contact, la toile, donc, ne baissera pas plus que le niveau pare-soleil. Et ne jamais tenter de les descendre manuellement. Tandis que ceux du côté sont manuels. Je vous demande de ne pas les tirer trop fort et surtout de les tirer de façon égale pour que ça descende bien. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui nous a déjà tout arraché. On aimerait que ça n'arrive pas encore. Dans l'habitation, chaque fenêtre a une toile qui peut être descendue. Tout dépendant de c'est où. Voyez la photo d'en haut, ça c'est autour de la dinette. Moi, je les appelle des toiles zébrées, donc on peut les ajuster pour avoir une vue à l'extérieur ou pas. Puis ils ont des velcro aussi. Toutes les toiles ont des velcro, donc ça permet de les fixer. Parce que quand on se déplace, sinon, ils peuvent bouger et faire du bruit inutilement. Dans la pièce, appelons-la comme ça, du leaking, ce sont simplement des toiles opaques, ce ne sont pas des zébrés. Puis les trappes au plafond ont aussi une toile. Donc, vous voyez la photo de gauche en bas, c'est le sac dans lequel la toile est conservée, elle est repliée, et une fois dépliée, on la place de façon aimantée au plafond. Faut zigonner un petit peu pour la placer, pour vraiment trouver le bon alignement des aimants, mais ça fait la job, c'est très opaque. Elles sont rangées juste au-dessus de la bouteille de 18 litres d'eau dans l'armoire en entrant à gauche. Nous fournissons un iPad avec le véhicule parce qu'il y a des applications qui sont propres au VR. Je vous donne des exemples. Victron Connect, qui va permettre de voir l'état des panneaux solaires et du chargeur via l'alternateur. Il y a le Victron Toolkit, qui est pour connaître le statut des lumières du moniteur Victron.
Si vous avez fait la vidéo sur l'électricité, vous savez c'est quoi, sinon ben, vous allez l'apprendre. Il y a l'application LI Time ou LI Time, statut des batteries lithium. C'est plus précis que le moniteur qui est installé au mur. Il y a l'application FixD qui est pour interroger l'ordinateur de bord Ford. Ça, si vous avez fait la présentation sur la mécanique, ça vous est déjà familier. Et l'autre qui est sur c'est pour Pack Brake, c'est pour ajouter la pression d'air des ballons de suspension. Ça aussi, on en parle dans la présentation sur la mécanique. Puis il y a certaines autres applications plus standards qui sont disponibles comme Google Maps, Waze, Propane Patrol, Alfuel, puis Electric Charging pour trouver des stations de propane. RV Dumps pour des endroits de vidange, Compendium iOverlander qui sont des applications multidisciplinaires pour trouver différentes choses, All Trails pour la randonnée pédestre, Park4Night qui sont une application. L'iPad par lui-même n'a pas accès à Internet. Donc si vous voulez utiliser Internet parce qu'il y a des applications qu'il nécessite, vous allez devoir le connecter au réseau Wi-Fi de votre appareil portable. Donc, vous allez dans les paramètres du iPad, vous sélectionnez Wi-Fi et le reste, ça va tout seul. Il y a des applications qui ne nécessitent pas un accès Internet, mais il y en a d'autres que oui. Alors, on ne permet pas non plus l'installation de nouvelles applications, mais définitivement, on accepte les suggestions. Afin de pouvoir entrer dans le véhicule, ben, il y a un escalier et cet escalier-là est amovible. Il est électrique. Il se déploie automatiquement lorsque la porte est ouverte, puis se replie lorsque la porte est fermée. Par contre, c'est pas très pratique si aussitôt qu'on ferme la porte, il se replie. Alors, on peut faire en sorte qu'il ne se replie pas lorsque la porte est fermée en activant une fonction à l'aide d'un bouton tout juste en entrant à gauche du plancher, à gauche au niveau du plancher. Donc, vous voyez le bouton Entrance Step qui est pointé par la flèche sur la photo. Si le bouton est vers le haut, il ne se replie pas lorsque la porte est fermée. Et si le bouton est vers le bas, il se replie. Je vous donne un exemple de quand est-ce que ça peut être intéressant de le replier. Ben, vous le stationnez à plus long terme ou dans un endroit où vous ne voulez pas que ça soit accrochant. Alors, on va faire en sorte qu'il va se replier. Mais peu importe la position de ce bouton-là, lorsque le véhicule est en marche, donc vous avez mis le véhicule en fonction et que la porte est fermée, l'escalier va se replier. Ça, c'est automatique. Peu importe comment le bouton est fait, ça va se faire. Il ne veut pas que vous commenciez à circuler avec l'escalier déployé. Évidemment, pour des raisons évidentes, ça ne serait pas une bonne idée. Vous arrivez près d'une chaîne de trottoir et vous ouvrez la porte, l'escalier se déplie, vous faites « Ah, le trottoir va l'empêcher de se déployer. » Il va simplement bloquer en place. Il est assez intelligent pour ne pas forcer contre un trottoir. Il ne gagnera pas. Alors, il va s'arrêter de lui-même, ne s'endommagera pas, c'est pas un problème. On ne fait pas exprès. Tout ce que vous allez avoir à ce moment-là, c'est peut-être des marches beaucoup plus étroites, par contre. Toujours faire attention en ouvrant la porte pour descendre du VR. En particulier, là, vous arrivez quelque part, vous stationnez, vous ouvrez la porte et là, l'escalier va commencer à descendre. Assurez-vous qu'il soit complètement déployé pour éviter les blessures, puis que le moteur force contre votre poids. Le VR est muni d'escaliers. Ces escaliers-là vont se rétracter de façon automatique à chaque fois que la porte moustiquaire ou que la grosse porte métallique sont fermées, une ou l'autre, et que le moteur fonctionne, les marches vont se rétracter. Par contre, il est possible que vous soyez arrêté et que, par exemple, dans un stationnement de centre d'achat, et vous voulez que les marches se rétractent, même si le moteur ne fonctionne pas. Alors, ici, à l'intérieur, sur le panneau, au bas des marches, ou juste au niveau des marches, vous avez ce bouton-ci. D'accord? Vous voyez, c'est marqué Entrance Step. Quand le bouton est vers le haut, ça veut dire que si le moteur ne fonctionne pas et que la porte est fermée, les marches vont rester ouvertes. Si le bouton est vers le bas, aussitôt que les portes vont se fermer, à ce moment-là, les marches vont se rétracter. Et voici ce qui va arriver. Juste à fermer la porte moustiquaire, même pas besoin des deux. Et voilà, les marches se rétractent. Aussitôt que vous allez ouvrir la porte, les marches vont
sortir. Donc, il faut quand même faire attention quand on sort rapidement du véhicule si jamais les marches étaient rentrées pour ne pas perdre pied. Si elles viennent s'accoter sur quelque chose, par exemple une chaîne de trottoir, bien à ce moment-là, elles vont s'arrêter tout simplement. Ce n'est pas trop stressant. S'il y a un obstacle, elles ne forceront pas contre l'obstacle. Le VR est doté d'un amplificateur cellulaire pour les fois où vous êtes dans une zone où le cellulaire fonctionne, mais le signal est vraiment très faible. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de l'activer. On voit dans la photo de droite en haut la grosse plaque qui j'ai manifestement oublié de faire une flèche, mais il est comme deuxième dispositif à partir de la gauche, il est assez gros. Donc, si l'amplificateur est activé lorsque le signal est déjà suffisant, le résultat va être habituellement moins bon que s'il n'est pas activé. Donc, on ne fait pas ça de façon automatique. Il est branché sur les batteries au lithium. Ça utilise peu d'énergie, mais il est recommandé de le mettre hors tension lorsque non utilisé. La meilleure performance que vous allez avoir, par exemple, avec votre cellulaire ou votre tablette ou peu importe, c'est de vous approcher très, très près de l'antenne. L'antenne, on la voit dans la photo du bas, pointée par les flèches cette fois-ci. OK? Vous mettez carrément votre cellulaire pratiquement collé dessus. Là. Et ça va permettre de booster le signal. Le nombre de barres de signal n'est pas le seul indicateur, cela dit. Mais oui, vous pourriez vous retrouver de 1 à 3 barres. Ça fonctionne mieux en LTE qu'en 5G. Ça fonctionne en 5G, mais moins bien qu'en LTE. C'est pas compatible avec tous les fournisseurs de services. Et en fait, plus précis, c'est pas compatible avec toutes les antennes. Donc, vous allez avoir des résultats qui peuvent être décevants en certains cas. Alors, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur les amplificateurs, ben, il y a un lien qui est proposé ici. Le VR est muni d'un amplificateur de réseau cellulaire. Alors, l'appareil principal est situé ici. Donc, ça, c'est l'appareil, ici. Et pour le mettre à on, c'est simplement de mettre ce combinateur-là à on. Et là, vous allez voir les lumières qui vont allumer sur l'appareil. OK. Et là, il va prendre quelques secondes pour s'ajuster. Et pour que ça fonctionne, bon, premièrement, il faut que vous soyez dans une zone où le réseau cellulaire est faible, mais il faut qu'il soit présent. Alors, si ça ne fonctionne pas du tout sur votre cellulaire, si vous n'avez pas de barre, ça ne fera pas des miracles. Et quand vous voulez que ça fonctionne bien, vous approchez votre cellulaire de l'antenne qui est située ici. Donc, si on se replace, vous voyez, vous avez l'évier de la cuisine et l'antenne, elle est ici. Donc, vous pouvez coller votre téléphone carrément contre l'antenne pour améliorer le service. Il y a 2 purificateurs d'air dans le VR. Un dans la salle de bain, pour des raisons évidentes, et l'autre dans la cuisine. On les voit sur les 2 photos. En haut à droite, la salle de bain, en bas à droite, dans la cuisine. Ils fonctionnent à batterie et doivent être rechargés à toutes les 2 semaines. Donc, moi, je les recharge à chaque fois. Alors, si vous faites un voyage de 2 semaines ou moins, normalement, vous n'aurez pas besoin de les recharger. Si c'est plus de 2 semaines, ben oui, vous allez avoir à les recharger si vous les voulez, évidemment. Quand ils sont prêts à être rechargés, ils émettent une lumière rouge au lieu d'une lumière bleue. Donc, cette lumière bleue-là, d'ailleurs, peut être, quand il fait noir, peut être assez violente. Pour la salle de bain, c'est correct parce que ça fait une espèce de veilleuse dans la salle de bain. Par contre, dans la cuisine, ça peut être dérangeant. Donc, vous pouvez le recouvrir avec un linge à vaisselle ou peu importe quoi, ou carrément le retirer de là en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous pouvez le ranger si vous voulez, il n'y a pas de problème, on le remet le matin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met quelque chose dessus. Donc, ça vous appartiendra de faire ce que vous voulez. Pour celui de la salle de bain, ben, il ne peut pas faire des miracles par rapport aux odeurs. Donc, c'est possible que vous ayez des odeurs qui dérangent à certaines occasions.
Alors, on fournit du Febreze que vous pouvez utiliser, mais aérer, utiliser ventilateur de plafond, bien important, ça va permettre de contrôler les odeurs. On va parler maintenant de téléviseurs. Il y a 3 téléviseurs dans le VR. C'est beaucoup. J'en aurais pas mis 3, mais ils venaient avec. Alors, il y a dans la cuisine, et la télécommande est dans l'armoire derrière la télé, où on peut mettre les verres et les tasses, et ainsi de suite. Dans la chambre, la télécommande est fixée au mur avec du velcro juste à côté de la télé. Et sur le côté du VR, à l'extérieur, la télécommande est carrément dans le compartiment avec la télé. Donc, pour capter des postes, une antenne HD est située sur le toit. Il faut comprendre que ça ne fait pas des miracles, ça non plus. La qualité de réception du signal est bonne si vous êtes à moins de 75 km de l'antenne. Et cette antenne-là doit être mise sous tension. Sur la photo de droite, vous voyez le contrôleur de l'antenne. C'est indiqué antenne TV antenna. Vous appuyez sur le petit bouton noir qui est à côté du connecteur coaxial et ça va mettre l'antenne sous tension. J'attire votre attention de ne jamais connecter quoi que ce soit dans le trou rond au-dessus. C'est un allume-cigarette. C'est vrai, c'est fait pour ça. On pourrait brancher quelque chose, mais le fusible est seulement un 5 ampères. Donc, il est fort probable que vous feriez sauter le fusible. Donc, ne l'utilisez tout simplement pas. Tous les téléviseurs peuvent aussi connecter en HDMI avec un ordinateur ou un autre type d'appareil qui supporte le HDMI. On fournit les câbles HDMI, il n'y a aucun problème. Le câble HDMI, vous pouvez le trouver dans le compartiment tout en haut avec le filet en entrant dans le véhicule à gauche. Pour la télévision extérieure, le fil est déjà branché parce que c'est derrière et c'est pas accessible. Donc, le fil est déjà dans le compartiment. Vous voyez dans la photo du haut la télévision extérieure avec le compartiment et vous voyez les 2 autres télévisions. Il est aussi possible de se connecter au signal câblé dans les campings qui offrent le service. Il y a un câble coaxial de 25 pieds ou 7,6 mètres qui est fourni. Par contre, c'est à parier que le camping va devoir vous fournir un convertisseur digital à analogique parce que l'analogique, il n'y en a pratiquement plus. Je sais qu'au Canada, il n'y a plus personne qui diffuse en analogique, donc ça prend le digital à analogique. Donc, ça sera à vérifier avec le camping. Pour capter des postes, il faut configurer les téléviseurs en scannant les postes disponibles dans le menu de l'appareil. Je vais vous montrer dans la vidéo qui suit comment le faire avec la télévision de la cuisine. Les concepts sont les mêmes pour les autres télévisions, mais c'est des marques différentes. Alors, ça va varier un petit peu, mais les mêmes concepts. Il y a 3 télévisions dans le VR. La principale étant celle-ci qui est dans la cuisine. Alors, ce qu'on a besoin, c'est la télécommande. La télécommande, on tire, elle est dans l'armoire et normalement, elle va se trouver à gauche. Et voilà, on a la télécommande. Donc, on peut l'allumer. Elle est maintenant allumée. Voilà. J'attire votre attention sur le fait que si vous voulez vous brancher, par exemple, avec un ordinateur par un câble HDMI, bien, le câble HDMI vient se brancher ici sur le côté. Alors, on fournit un câble HDMI d'ailleurs, mais on ne fournit pas l'ordinateur pour pouvoir regarder la télé. Si vous voulez regarder la télé avec un signal, alors à ce moment-là, vous devez venir sur le côté. Je déplace la caméra pour allumer l'antenne. On appuie ici, vous voyez le bouton, la petite lumière verte qui s'allume. Donc, je vous repositionne devant la télé. Et ensuite, il faut configurer à l'aide du menu. Allez dans le menu, trouver donc le menu installation. On rentre dans le menu, on fait syntonisation des canaux et on va faire syntonisation automatique. Et là, il va balayer l'ensemble des canaux potentiellement disponibles pour qu'on puisse écouter le signal télé. Normalement, on dit que si vous êtes à 50 km et moins d'une antenne, ça va bien fonctionner.
Je vous avoue que j'ai eu des succès alors que c'était un peu plus que ça. Mais la réalité, c'est que si vous êtes dans un endroit très reculé, vous recevrez à peu près rien. Donc, je vais mettre sur pause, on va le laisser balayer, puis je vous reviens. Pendant qu'il continue son balayage, je vais vous dire qu'il y a deux autres télévisions, une dans la chambre et une à l'extérieur. Il faut ouvrir un compartiment extérieur. Dans les deux cas, ça va être le même processus. Il va falloir faire un balayage si vous voulez écouter le signal, mais vous pouvez aussi brancher un appareil en HDMI. Pour la télé qui est à l'extérieur, le fil est déjà présent, il est déjà branché à l'arrière parce que c'est difficile d'accès. Pour celle qui est dans la chambre, par contre, vous prenez le même fil que vous auriez utilisé ici et vous le branchez dans la chambre. Donc, jusqu'à maintenant, il a scanné des postes, en a trouvé deux. Alors, je vous remets sur pause. On constate qu'il a presque terminé. Maintenant, à 98, 100%. Donc, il a trouvé 4 postes. Donc, voilà. On peut tout simplement les visionner. Alors, les différents postes qu'il trouve. Donc, on fait exit pour sortir de là. Si je le trouve sur la télécommande. Voilà, exit. Et là, on peut tout simplement regarder les postes qu'on veut. Ici, ça, c'est chez moi. Alors, il y a seulement 4 postes qui rentrent. Donc, c'est des postes de Sherbrooke, essentiellement. Alors, voilà ce que vous pouvez regarder. Tout dépendant où vous allez être, sera un résultat différent. Ce nid-là, il n'y a pas assez de duvet pour pouvoir recouvrir le nid. On passe de la télé à la radio. Donc, il y a deux radios à bord du véhicule, le radio cockpit et le radio habitation. Le radio cockpit est un petit peu complexe, je trouve. C'est celui qui est dans la photo d'en bas à droite. Je vous suggère de regarder les instructions dans le gros cartable des instructions parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont un peu obscures. Mais bon, on peut s'y connecter en Bluetooth. Les infos sont collées sur le radio lui-même. C'est vrai pour les deux radios. Et les haut-parleurs de ce radio-là sont juste de chaque côté du cockpit au niveau du lit, en haut. Donc, c'est vraiment pas intuitif de fonctionner avec. L'idée, c'est pas de vous donner les instructions ici. Vous allez devoir le figurer. Pour ce qui est de la radio de l'habitation, même chose, on se connecte en Bluetooth. Les haut-parleurs sont au plafond et à l'extérieur. La sélection est très simple. Vous allez voir, il y a 3 boutons, les haut-parleurs A, B et C. A, c'est à l'intérieur, B, c'est à l'extérieur et C ne sont simplement pas connectés. Beaucoup plus simple d'utilisation. Si vous avez besoin d'utiliser le Bluetooth, il y a un bouton Bluetooth. Si vous appuyez longtemps sur le bouton, il va se mettre en mode de jumelage. Donc, vraiment simple. Mais lui aussi, le manuel est inclus dans le gros cartable. Je vous présente quand même 2 vidéos sur les radios. C'est pas complet, c'est tout simplement un départ. Encore une fois, vous pourrez regarder dans les instructions. La radio de bord du cockpit à l'avant, la cabine de pilotage, elle est honnêtement un peu bizarre. Elle supporte un CD, DVD que vous pouvez y entrer. Pour la mettre sous tension, c'est le bouton ici complètement à gauche. On ne le voit pas beaucoup, mais on appuie simplement comme ça. Et là, vous pouvez, là, il y a le radio 102.7, il est en mode tuner. Et là, on peut changer le mode par les 2 boutons ici, mode up, mode down. Donc, vous allez l'amener en Bluetooth, en auxiliaire arrière qui n'existe pas dans le VR, en auxiliaire frontal qui n'existe pas non plus. Et on revient à tuner, qui est le poste 102.7 qu'on avait tout à l'heure. Donc, et là, vous pouvez ajuster le son ici. Et moi, j'aimerais surtout attirer votre attention sur comment configurer le Bluetooth. Donc, mode Bluetooth. Okay. Et il vous dit Pair a device, pair dev, press cell pour select. Et c'est là que le bouton select, c'est pas évident, c'est indiqué là. C'est ce gros bouton-là, on appuie dessus. Et là, il va se mettre à chercher un appareil. Bon, dans le cas qui nous occupe, il a détecté le mien. Sinon, s'il n'y en a pas de détectable autour et qu'il ne connaît pas, si on garde le bouton dessus, okay,
le doigt dessus, là, il revient à ça. Donc, il est déjà, il va connecter, il se connecte. Ça, c'est beau, parfait. Fait que là, vous allez avoir le message pour pouvoir vous connecter directement au, euh, au, euh, au Bluetooth de votre appareil. Le nom de l'appareil BT Dual et le PIN qui est nécessaire, c'est le 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Les instructions complètes sont disponibles dans le gros cartable du véhicule. Si vous avez besoin de faire des fioritures avec la radio, il n'y a aucun problème. Le radio de l'habitation permet d'utiliser le signal qui vient de l'antenne, mais aussi d'émettre un CD ou un DVD et aussi d'utiliser le Bluetooth. Et vous pouvez même vous connecter ici via un fil audio-vidéo. Alors, pour le faire fonctionner, ben on-off, c'est assez facile. Normalement, je vais y fermer le son, là. On va le mettre en Bluetooth parce que normalement, c'est ce que vous allez vouloir utiliser, vous branchez directement sur votre téléphone. Une fois en Bluetooth, vous appuyez longtemps. Et là, il est en mode pairage et vous allez trouver l'appareil qui est AWM968 et le code, c'est le quadruple 0 pour pouvoir vous jumeler avec l'appareil. Pour le reste des fonctions, ben, je vous laisse découvrir le tout. Avec le campeur autonome, nous fournissons 2 radios portatives de type walkie-talkie. C'est des Motorola T600 qui fonctionnent sur les réseaux FRS et GMRS. FRS pour Family Radio Service, GMRS pour General Mobile Radio Service. Donc, c'est des radios qui ont 22 canaux et 121 codes privés par canot. Ce que ça veut dire, c'est que essentiellement, ça isole la communication dans un des 22 canaux que vous choisissez. Vous avez 121 possibilités. Alors, ça vous assure d'avoir une conversation relativement privée, puisque les chances que quelqu'un choisisse exactement la même combinaison que vous sont assez faibles. Les radios fonctionnent dans la gamme de fréquences 450 à 470 MHz pour les intéressés. Selon Motorola, ils ont une portée jusqu'à 50 km, mais honnêtement, c'est très marketing. C'est beaucoup plus proche de 3 ou 4 km dans le bois. Le 50 km est atteint avec genre quelqu'un qui est dans une montagne avec une vue, quelqu'un qui est dans la vallée, ils ont une vue directe. Donc, peut-être, malgré que j'en doute, mais dans la vraie vie, finalement, c'est plus proche de 3-4. Il est à l'épreuve de l'eau. La batterie peut durer 9 heures si ça ne sert pas. L'idée, c'est que ça serve à un moment donné. Il faut comprendre que ce n'est pas des radios qui sont compatibles avec les radios de type CB, mais vont être compatibles avec les radios portatives FRS et GMRS de d'autres manufacturiers, ainsi que toutes les radios Motorola de la grande famille des Talkabout. Alors, par contre, il est possible que les codes privés ne soient pas supportés par certaines autres radios, surtout de d'autres manufacturiers. Mais à ce moment-là, vous pouvez utiliser un des 22 canaux. Je vous demande de ne pas laisser les enfants jouer avec les radios portatives. Ce ne sont pas des radios jouets. Et puis, bon, au niveau de l'utilisation, de comprendre que les canaux FRS, c'est les canaux de 8 à 14 et ont moins de portée parce qu'ils sont moins puissants. Les autres canaux, eux, sont GMRS. Ils peuvent aussi être FRS, mais ont plus de portée, plus de puissance. Il y a des alertes météo qui peuvent être activées. Ils ont une lumière. Et je veux vous aviser qu'en cas de perte ou de vol, la valeur est de 200 $. Si vous voulez obtenir les instructions, c'est aller sur vrfred.ca dans la section documentation. Le vrai guide est seulement en anglais. Il y a une petite page recto verso en français écrite en patte de mouche. Et c'est pas très bon, mais le guide en anglais est assez bien fait. Pour expliquer comment se servir de la radio portative, j'ai créé une petite vidéo non professionnelle, mais qui fait quand même un bon tour. Je ne suis pas un expert des radios, loin de là, mais c'est quand même relativement simple. Honnêtement, il faut juste le savoir. Alors, pour voir la vidéo, rendez-vous sur vrfred.ca dans la section vidéo. Je ne l'ai pas incorporé ici puisque ce n'est pas quelque chose qui est propre au VR, mais c'est ça, vous pouvez aller la visionner tout de même. Outre les radios portatives qui ont une portée très limitée,
on fournit aussi un dispositif de communication satellitaire de la marque Zoleo. Cet appareil-là se connecte sur un téléphone Android ou iPhone et ça permet à même l'application installée de pouvoir communiquer pendant qu'on n'a aucun service réseau, aucun service cellulaire, aucun service Wi-Fi. Il nous permet d'envoyer des textos et des courriels de façon bidirectionnelle. Cela dit, il faut penser que, bon, les textos sont limités à 160 caractères. On est un peu habitué à ça dans le sens où ça ne fait pas si longtemps qu'on cette limite-là a été levée dans le monde conventionnel, mais les courriels sont aussi limités à 200 caractères, et ça, c'est une différence notable. Et dans cette limite-là, ça inclut les numéros de téléphone et les adresses de courriel. Donc, la chaîne de caractères des numéros de téléphone et des adresses de courriel est incluse là-dedans. Ça nous permet aussi d'envoyer des alertes 24/7, j'aurais peut-être dû dire des SOS. Donc, il y a un système de gestion des appels SOS et ils vont envoyer des secours. On peut aussi demander des conseils médicaux 24 heures sur 24 pour les non-urgences. Nous, on a un plan de base qui inclut le partage de localisation. Donc, l'appareil peut être configuré pour émettre un message qui envoie à vos contacts, des contacts qui sont prédéfinis, pas l'ensemble de vos contacts, mais des contacts prédéfinis qui envoient votre position et un petit message pour dire que vous êtes correct. Évidemment, si vous n'êtes pas correct, ben vous êtes manuellement, vous allez aller dire que vous n'êtes pas correct, que vous avez besoin d'aide. Le forfait est de 70 messages par mois. Donc, vous pourriez avoir des frais supplémentaires si vous dépassez un certain nombre. Donc, si vous louez pour une semaine, ben, on pourra dire que c'est 70 divisé par 4. L'idée, c'est pas d'avoir des grandes conversations avec ça. Donc, comme je disais, une application iOS ou Android est nécessaire. Il y a un numéro de téléphone puis une adresse de courriel qui est assignée à l'appareil et qui ne change pas. Donc, ça, c'est à l'épreuve de l'eau, le dispositif. Et il y a une batterie de 200 heures lorsqu'il est en attente. Évidemment, quand on commence à envoyer des messages, cette durée-là va diminuer. Si vous prévoyez vous servir du Zoleo, vous devez nous aviser à l'avance. On va vous demander aussi de lire la documentation. La raison pourquoi il faut nous aviser à l'avance, c'est qu'on doit entrer certains paramètres de configuration pour vous. On voit ça sur la prochaine diapo. La documentation, quant à elle, elle est assez simple. Comme on dit en anglais, c'est assez straightforward, mais compte tenu des risques associés à l'utilisation du dispositif, genre appuyer sur le SOS et voir la cavalerie débarquer, c'est important que vous lisiez la documentation. Et elle est disponible à vrfred.ca dans la section sur la documentation. Et si vous perdez, vous faites voler ou endommager l'appareil, la valeur est de 250 $. Donc, par rapport à la configuration du Zoleo, vous devez nous fournir votre liste de contacts et puis on va l'ajouter à la configuration. C'est un maximum de 4 contacts qui ne seront pas avec vous, évidemment, et qui peuvent être contactés pour 3 choses essentiellement. L'enregistrement de votre position que vous auriez fait de façon manuelle, le partage de localisation plus, localisation plus, c'est le nom de la fonctionnalité chez Zoleo, et ça se fait de façon automatique. Ça, c'est si vous l'activez. Et les contacts pour le SOS. Et pour le SOS, prenez note que nous sommes toujours inclus dans cette liste. Donc, vous nous fournissez au moins 4 personnes et puis on peut les ajouter. Cela dit, on peut le faire en cours de voyage si vous changez d'idée, vous dites on n'avait pas prévu l'utiliser puis tout d'un coup on va l'utiliser. Il n'y a aucun problème, on peut le faire, vous pouvez nous contacter à ce moment-là. L'appareil a une adresse de courriel ainsi qu'un numéro de téléphone qui lui sont associés et ça c'est immuable, ça ne change pas. Alors, on va vous fournir ces informations-là avant la location, ne vous en faites pas, et vous pourrez la donner à vos contacts pour qu'ils puissent vous contacter en cas de besoin, en cas d'urgence durant votre voyage. Si vous vous servez de l'appareil Zoleo, mais il faut quand même savoir que il y a 75 messages qui sont inclus dans le forfait par mois.
Donc, n'oubliez pas que si vous louez pour une semaine, il va y avoir probablement d'autres locataires, d'autres voyageurs qui vont l'utiliser. Donc, si vous mangez les 75 messages, je suis obligé de vous charger un certain frais. Mais là-dessus, je suis quand même assez raisonnable, mais soyez conscient de ça parce que le surplus est à 70 sous du message. Par contre, tout message transmis par cellulaire ou Wi-Fi est gratuit. Donc, si le réseau est disponible sur votre cellulaire ou Wi-Fi, ces messages-là vont être gratuits. Les messages satellites de type check-in, SOS, assistance médicale sont illimités. Puis aussi, les messages automatiques de partage de localisation, eux, sont aussi illimités. Alors, tout comme pour les radios portatives, la vidéo sur Zoleo n'est pas partie intégrante de celle-ci, mais vous pouvez y accéder à vrfred.ca dans la section vidéo. La vidéo démontre l'aspect physique de la boîte, mais aussi surtout l'utilisation de l'application. C'est quand même assez en surface, c'est pas exhaustif, mais ça vous donne un très bon aperçu. Mais encore une fois, il est très important que vous lisiez la documentation avant de vous en servir. Ceci est un avis important. Toujours conserver le Zoleo dans un endroit hors de portée des enfants. Parce que quelqu'un qui pèserait sur le bouton SOS pendant 3 secondes déclencherait tout un système d'urgence pour vous envoyer du secours. Donc, ça peut entraîner des amendes, des pénalités, des conséquences juridiques. Faites vraiment attention. Bon, les prises USB ne manquent pas dans le VR. Il y en a vraiment beaucoup. Dans le cockpit, puis sont toutes branchées aux batteries AGM. Donc, il y en a dans la boîte du commutateur au centre. Si vous levez le petit panneau, il y a une connexion USB et une USB-C, donc USB-A et USB-C. Le commutateur maître qui est complètement à gauche doit être activé pour que ça fonctionne. Il y en a qui sont cachés toujours en fonction. On ne peut pas vraiment les mettre à off. C'est dans la base du coup de signe du côté passager, orienté vers le bas. Souvent, le iPad est connecté là, mais vous pouvez débrancher l'iPad et aller vous connecter. Et derrière le commutateur, il y a un dispositif avec des prises allume-cigarette, mais on peut aussi brancher 4 dispositifs USB. Vers l'arrière du véhicule, dans la base du lit, il y a des prises USB, encore là des USB-A et des USB-C, une sur le côté et une au pied du lit. Il y a plusieurs prises électriques qui ont aussi une boîte blanche qu'on connecte dans la prise et qui ajoute des prises USB, mais ça va nécessiter que le 120 volts soit activé. Les sièges peuvent pivoter. Donc, ça nous donne des sièges supplémentaires à l'intérieur de l'habitation. Comment le faire? Mais dans les deux cas, c'est le levier est sur le côté droit du banc. C'est vrai de l'autre côté aussi. Les deux cas, c'est à droite. Il faut tout simplement ramener vers l'arrière. Et à ce moment-là, on peut pivoter. Alors, voilà. La limite de pivot, mon pied est pris, la limite de pivot va être soit le volant, dans ce cas-ci, et l'autre côté, par contre, se tourne davantage. Alors, voilà comment. Pour revenir, on n'a même pas besoin de toucher au levier. On ramène, tout simplement, jusqu'à temps que ça clique en place. Voilà comment on fait. Maintenant, comment avancer ou reculer le banc du chauffeur? Parce que celui du passager est fixe, donc on ne peut pas l'avancer ou le reculer. Donc, c'est à l'avant, il y a un levier, il faut un petit peu taponner, pardonnez-moi le terme, le ramener vers la gauche, et à ce moment-là, on peut déplacer le banc avant-arrière. C'est pas facile. Je vais prendre une photo pour vous montrer le levier où il est. Alors, vous pourrez le trouver plus facilement. Mais essentiellement, il est légèrement, vraiment collé sur le siège, légèrement vers la droite. Et encore une fois, on ramène vers la gauche. Dans le compartiment arrière côté passager, finalement, avec le barbecue, il y a un tapis de sol qui est replié qu'on peut installer à l'entrée du VR. Et quand on marche dessus avant d'entrer dans le VR, ça permet d'enlever de la cochonnerie.
et ça limite ce qui va être entré sur le plancher du VR. Donc, c'est intéressant. À vous de savoir si vous voulez l'utiliser. Après avoir parlé des accessoires, ben, on va parler du guide des accessoires. Un cartable très épais qui contient toute la documentation des accessoires du VR. Il est situé à gauche du siège du conducteur avec le guide du VR. Faites bien attention en le manœuvrant, là, parce que si vous le mettez à l'envers, le contenu pourrait tomber. Ici, on voit le guide qui contient toutes les instructions du véhicule si jamais vous en avez besoin. Donc, vous avez les informations Ford, il y en a d'autres ici à l'entrée. Vous avez plein de guides, toutes sortes de guides, comment fonctionne le climatiseur, le micro-ondes, tout est là. Alors, je vous fais grâce de toutes les regarder, pardon, mais simplement pour vous dire que les instructions sont là en cas de nécessité. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.